Du coup, merci beaucoup. Hem, Effectivement, comme vous l'aurez compris, la réunion est enregistrée. La formation gratuite est enregistrée. Elle va nous permettre de vous envoyer les replays par la suite. Je vous invite à accepter. J'espère que vous allez tous, toutes bien. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, sujet du coup qu'on a déjà, vu ensemble, mais qu'on va encore revoir, le business plan, le nerf de la guerre, comme vous le savez bien pour les entrepreneurs. N'hésitez pas du coup à poser des questions parce que c'est hyper important. On n'est pas que, sur quelque chose de on n'est pas que sur de l'information envoyée comme ça. Moi, j'aimerais bien que ça soit interactif entre nous. Je sais que vous êtes entre 2 bouchées, peut-être de riz ou de salade ou je ne sais quoi. Mais du coup, n'hésitez pas quand même à nous faire parvenir vos questions ou autres dans la discussion qui est juste à côté. Du coup, j'ai l'impression qu'on a des habitués, il me semble. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Parce que du coup, les habitués, bon, vous êtes déjà un peu au courant de comment ça se passe avec, le campus et donc dans les formations gratuites. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a de nouvelles personnes dont c'est, la première expérience sur les formations gratuites avec le campus? J'ai l'impression qu'il y a des alors si je ne m'abuse, je crois que Laura, je suis pas sûre de t'avoir déjà vue, en tout cas pas avec moi. Katia aussi, je suis pas sûre de t'avoir déjà vue. Mais par contre, si utilisateur Zoom, c'est encore le même utilisateur Zoom, je crois on s'est vu en début de semaine, il me semble. Et aussi, Papillon Noir aussi, il me semble qu'on s'est déjà vu en début de semaine. Ça fait plaisir en tout cas que vous soyez encore au rendez-vous aujourd'hui. Merci encore d'être là. OK, merci pour les retours du coup. Ah, OK. Du coup, utilisateur Zoom, est-ce qu'on peut tu peux changer ton nom, mais du coup, est-ce que tu pourrais me dire ton nom? Ça me permettra d'avoir des interactions avec toi. Bonjour Lucie, il y a Lucie qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là. Alors, sans plus tarder, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à dire, heu, on va entamer du coup, le début de cette petite formation gratuite dont le thème aujourd'hui est le business plan dans le cadre de la création d'entreprise. Donc, le business plan, encore toujours, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Pourquoi je le fais? C'est toujours les mêmes questions qui reviennent et à raison puisqu'effectivement, le business plan, c'est un élément qui est hyper important. Je ne cesserai de vous le dire. C'est un élément hyper important qui va nous permettre effectivement, de créer notre entreprise en toute maîtrise des risques. Donc du coup, effectivement, faire son business plan, c'est un passage vraiment obligé pour la création d'entreprise. C'est un document qui est indispensable. Ça va nous permettre de mûrir notre projet. Ça va nous permettre effectivement d'obtenir des financements externes parce que pour ceux qui me suivent, je le dis tout le temps, le business plan est aussi un outil de communication avec les tiers. Donc, quand je parle de tiers, je parle potentiellement de la banque, je parle des organismes qui proposent des financements, des subventions. Tout ça, sans le business plan, ça risque d'être un petit peu compliqué. Dans le même principe, si je souhaiterais convaincre un potentiel associé ou un investisseur, il me faut évidemment le business plan. Voilà. Donc, le business plan est effectivement un outil de présentation qui sert à définir la stratégie pour concrétiser son projet et atteindre ses objectifs. Voilà. Le business plan, du coup, doit être irréprochable. Donc, évidemment, ça va vous demander un certain temps de travail, des allées, venues, du coup, des modifications, des ajustements. Et c'est normal. Donc, l'important ici, quand on réalise un business plan, c'est de faire preuve de méthodologie et de rigueur. Voilà. C'est vraiment, si je peux vous donner 2 conseils, c'est vraiment cela. Donc, on va s'attarder sur quelques éléments aujourd'hui, à savoir comment on fait un business plan, ou plutôt comment on crée un business plan et comment, quand c'est la première fois, comment on le fait. Moi, j'ai 9 étapes à vous proposer, voilà, qui vont vous permettre du coup, de réaliser ce fameux business plan. Donc déjà, on va revenir sur à quoi ça sert. Construire un business plan, ça a plus d'intérêt, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez le penser. En plus de vous permettre de mettre à plat toutes les idées associées à votre projet, le business plan, ça va permettre à vos lecteurs, donc on a parlé des tiers tout à l'heure, ça va du coup permettre à vos lecteurs, de présenter, de voir d'ailleurs quels sont vos objectifs, mais dans une vue d'ensemble.
ça va vous permettre effectivement, ça va leur permettre de saisir les missions que vous allez mener et surtout, ça va leur permettre d'adhérer à vos valeurs. Il est plus qu'important pour convaincre quelqu'un que cette personne puisse adhérer à vos valeurs. Donc clairement, on est en plein dedans, vous l'avez compris, plus que jamais le business plan a de l'intérêt. Donc, tout à l'heure, on a parlé des potentiels lecteurs. Les lecteurs d'un business plan, du coup d'une société, d'accord? Qui qui sont-ils? D'accord? On a parlé des futurs partenaires. Effectivement, réaliser un business plan parfait, ça va vous permettre, de vous mettre dans la poche, les potentiels futurs partenaires, avant même que la société soit créée. Donc ça veut dire que c'est des collaborations potentielles, des collaborateurs potentiels qui vont pouvoir vous rejoindre et qui vont vous aider dans la création de votre activité. Un business plan simplifié, mais surtout original, ce sera assez intéressant et ça va vous permettre, de marquer un peu de marquer votre interlocuteur. Donc, faut clairement pas négliger la qualité de la production, la qualité de la mise en page, la qualité juste des mots utilisés, la qualité rédactionnelle. Tout ça sont des éléments qui, mis bout à bout, vont vous permettre d'avoir un business plan qui est hyper intéressant et en tout cas qui donne envie d'être lu. Concernant le business plan, écoute, comment on fait un business plan? Vous devez impérativement opter pour un ton qui soit un ton séducteur tout au long de votre business plan. Il faut que dès le départ, vous pensiez à attirer les éventuels investisseurs. C'est le but premier du business plan, d'accord? Donc, pour qu'on puisse faire tout ça, maintenant la seconde question qu'on va se poser, c'est comment construire ce fameux business plan, OK? Pour faire un business plan, il n'y a pas d'obligation de se faire accompagner. Mais on va être honnête, on va être clair sur ce point-là. Ne pas se faire accompagner, c'est prendre le risque de faire de l'à peu près. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire de l'à peu près pour votre future activité? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez plus envie de faire dans la maîtrise des risques et en sachant ce que vous êtes en train de faire et pour être en mesure après, du coup, de pouvoir parler de votre business? Le meilleur plan, c'est clairement de se faire accompagner. Faites-vous accompagner par des sachants. Faites-vous accompagner par des personnes dont c'est le métier, d'accord? Comme je vous l'ai dit, vous pouvez également le faire seul, mais en fonction, des connaissances de chacun et de comment dirais-je? Et des appétences avec les chiffres et avec les outils, on peut se retrouver vite découragé. Donc si vous sentez que c'est votre profil un peu celui-ci, n'hésitez pas à vous faire accompagner et du coup, effectivement, dans le cas des accompagnements, on a une petite proposition à vous faire avec Tarentin, mais du coup, on fera ça, avec le mot de Tara à la fin de cette petite formation. Donc, pour revenir à cette histoire de construction de business plan, comme on l'a expliqué précédemment, le business plan, ça marque le début de l'aventure votre début d'aventure entrepreneuriale. Donc effectivement, plus que jamais, il doit être parfait. Il ne faut pas laisser d'informations au hasard et c'est d'ailleurs pour ça que je vous indiquais qu'il était important, quand on ne se sent pas, en capacité de le faire seul, de se faire accompagner. Donc chaque investisseur ou partenaire potentiel doit pouvoir trouver des informations qu'il cherche dans la lecture de votre business plan. Plus encore, votre business plan est supposé être gage de confiance pour ceux qui croient à votre projet. C'est pour ça qu'encore une fois, il est fortement recommandé, premièrement, de se faire accompagner et deuxièmement, d'utiliser des modèles, d'accord? Il ne faut pas avoir de crainte. Il ne faut pas hésiter à passer la porte de sachant pour leur poser la question et leur demander, voilà, que vous souhaiteriez vous faire accompagner pour la réalisation, pardon, de votre business plan, combien ça va coûter, et cetera, et cetera. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques minutes, nous, on a la possibilité de vous faire une offre dans le cadre de la formation Déclic, dans laquelle on aborde justement la réalisation du business plan. On le fait ensemble. Du coup, vous savez, point par point, qu'est-ce qu'on a ajouté, comment on l'a fait, c'est quoi un chiffre d'affaires, c'est quoi un besoin de démarrage, c'est quoi un BFA. Tout ça, ce sont la totalité des éléments qu'on a besoin de connaître afin de pouvoir réaliser un business plan qui tienne la route et surtout de pouvoir le défendre. Voilà. Donc, pour faire un business plan, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des étapes spécifiques qui sont à suivre, d'accord? Dans un premier temps, on va parler de ce qu'on appelle le résumé opérationnel. En anglais, on dit, l'exclusive summary. Donc c'est le résumé opérationnel en français. Le résumé opérationnel, c'est une partie très courte du business plan. En général, c'est 2-3 pages. Mais
Elle est d'une grande importance. Dans cette partie, l'objectif, c'est de résumer l'essentiel de mon business plan, mais de manière synthétique, pour donner une vision globale de mon projet. D'accord? Les éléments à inclure dedans sont les suivants. Donc, évidemment, le nom de l'entreprise, la nature de son activité, la valeur et l'histoire, là où les valeurs et histoire du projet. Quand on parle de l'histoire du projet, ce qu'on veut savoir, c'est d'où vous est venue cette idée? Quelles sont les motivations? Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de passer dans le monde de la création d'entreprise, de passer dans le monde de l'entrepreneuriat? Quel est le déclic qui vous a permis justement, de passer le cap et de vous dire: «OK, on y va, c'est le moment pour moi». Voilà, ça peut être, des origines qui sont diverses. L'origine de mon projet, moi je souhaiterais créer une, structure dans la restauration. L'origine de mon projet, c'est que j'ai une passion pour la cuisine. J'ai toujours pas cuisiné avec ma grand-mère et aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'en faire mon métier. Voilà. Ça, ce sont les éléments effectivement que vous pouvez me dire. L'origine et les motivations peuvent être, complètement différentes et peuvent être de tout type. Libre à vous après, voilà, de vouloir nous conter votre histoire et nous dire un petit peu pourquoi vous en êtes là. Donc, pour revenir aux éléments à inclure, on a dit le nom de l'entreprise, la nature de son activité, les valeurs et l'histoire du projet, l'audience cible, donc l'audience, c'est mon client, d'accord? Et la typologie du marché. Est-ce que je suis sur un marché qui est concurrentiel ou pas? Est-ce que je suis, pardon, sur un marché qui est à grande échelle? Est-ce qu'il y a des opportunités dans ce marché ou est-ce que c'est un marché qui est complètement bouché? Ça, c'est des éléments que l'on doit nécessairement aborder. Et évidemment, quand on parle de projet, il est plus que nécessaire, voire même essentiel, de parler effectivement, de présentation de l'équipe. Qui est l'équipe? Qui dirige le business? Qui va avoir quel poste? Combien de personnes y aura-t-il? Ça, ce sont des éléments qui sont aussi hyper importants. Alors, par exemple, si vous deviez vous lancer dans un business plan pour, être freelance en informatique, vous devriez effectivement vous assurer de mettre en avant vos valeurs, les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans cette aventure. Quand on parle de valeurs, quand on parle de partie, executive summary, pardon, donc je répète, hein, l'executive, pardon, summary, c'est le résumé opérationnel. Je vous rappelle que ça ressemble plus ou moins à un pitch. Le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est un discours percutant et essentiel qui va me permettre de présenter mon projet sous son meilleur jour. Pareil, dans le même principe, dans le cadre de la formation Déclic, BSCK Consulting et le campus digital, on aborde cette partie sur le pitch. Donc clairement, vous l'avez compris, on reviendra après sur cette formation. Vous l'avez compris, c'est une formation qui reprend la totalité des points dont vous avez besoin pour cocher toutes les cases de la création d'entreprise et le faire dans la maîtrise des risques. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'était l'étape 1. Je dois rédiger mon exclusive summary, donc le résumé opérationnel. Est-ce que jusqu'ici, c'est OK pour vous? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, j'ai l'impression qu'on a un public exclusivement féminin aujourd'hui. Ça me va très bien. Du coup, merci encore mesdames de me suivre. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ensuite, donc, la deuxième partie, on en a parlé tout à l'heure, la deuxième étape, pardon, c'est de présenter l'équipe fondatrice. C'est hyper, hyper, hyper important. Pour créer un business plan personnalisé dans lequel, encore une fois, transparaissent les valeurs des fondateurs, il est essentiel de présenter la formation, le parcours, les compétences de chaque membre de l'équipe. Par exemple, moi, s'il y avait quelque chose à dire me concernant, ben moi, je ferais partie de l'équipe administrative juridique. À l'inverse, mon collaborateur, lui, ferait partie de l'équipe management ou alors de l'équipe communication. Dites qui fait quoi et quel est le parcours de telle ou telle personne. Quand on parle de parcours, on ne parle pas nécessairement d'études. Je ne veux pas avoir fait des études pour, tel ou tel, métier. Finalement, c'est pas ce que j'ai fait, mais du coup, ça n'empêche que j'ai quand même des compétences pour aller sur un autre type de métier et mes compétences viendront aujourd'hui renforcer l'équipe. Mes compétences que je vais amener viendront donner du poids à mon équipe et structurer cette fameuse équipe qui va me permettre justement, de mettre en confiance mon interlocuteur, mon futur potentiel investisseur, pour qu'il puisse me donner des sous. Voilà. Parce que je vous rappelle encore une fois que le business plan, c'est le nerf de la guerre. C'est parce que quand on parle de business plan, on parle de sous-sous. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors effectivement, il est nécessaire quand on parle d'équipe fondatrice, il est aussi nécessaire effectivement, de désigner, pardon, la personne qui aura le rôle de dirigeant,
de représentant légal de la société. C'est hyper important parce qu'on ne peut pas tous être dirigeants. On ne peut pas tous se dire: «OK, c'est une idée en commun, d'accord, c'est vrai», mais on ne peut pas tous être dirigeants d'une structure. Il y a un seul président, il y a un seul président, un seul DG, enfin voilà. Donc ça aussi, c'est un moment, qui a relativement son importance et c'est important aussi de le préciser dans le business plan, de dire voilà, qui est le dirigeant et pour quelle raison, OK? Le but, encore une fois, de la présentation de l'équipe fondatrice, encore une fois, c'est de mettre en avant la complémentarité des compétences de chacun. L'idée, c'est de convaincre du potentiel de convaincre les potentiels financeurs et les partenaires sur la pertinence de mon projet, d'accord? Aujourd'hui, plus que jamais, vous le et vous allez vite le comprendre. Le business plan doit quelque part être votre reflet. On doit arriver à voir dans la présentation qui vous êtes, quelles sont les valeurs de votre structure, pourquoi vous êtes là. Et surtout si c'est vous le représentant légal de la société, il est plus qu'important que vous soyez en mesure effectivement, de convaincre les financeurs et ça passe donc par ce type de présentation. Donc encore une fois, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à parler de votre histoire, votre parcours. N'hésitez pas à parler des anecdotes. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? On a cette espèce de côté un peu humain, comment dirais-je? De côté concret de votre vision. Il y a un vécu derrière. Je suis arrivée à cette idée parce que mon vécu est celui-ci et parce que j'ai telle ou telle compétence. Alors, il y a Laura qui pose une question. Alors, Laura me demande si, est-ce qu'on présente l'équipe quand on a des associés? Alors oui, plus que jamais. Quand tu parles de l'équipe, je me permets de te tutoyer, Laura. Quand on parle d'équipe, effectivement, ben, il est question de toi et de ton associé, évidemment. Alors, je peux être associée d'une structure, mais je ne suis pas nécessairement, je n'occupe pas nécessairement, un poste. Je peux être juste associée financeur et amener de l'argent. Vous pouvez dire aussi que dans le cadre de la création de cette activité, j'ai telle personne qui me fait soit un apport en nature, un apport en numéraire ou un apport en industrie. Ce sont des notions que l'on va voir demain. Du coup, je ne vais pas vous les donner, je vais pas davantage parler de ce genre de notions puisqu'on va les voir demain dans le cadre de la formation sur les statuts juridiques. Donc, je vous attends demain évidemment pour en parler davantage. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, Laura, c'est qu'effectivement, quand on présente l'équipe peut être composée tant d'associés que de futurs salariés. Dans les 2 cas, ça constitue quand même l'équipe. L'important, c'est de savoir qui a été là au début, qui fait partie de l'équipe, fondateur et qui derrière, arrive en qualité de salarié, arrive en qualité de potentiel prestataire de service. Ça, ce sont des éléments effectivement qu'il faut mettre dedans. Donc ça, c'était l'étape 2. Je vous rappelle, la première étape, c'était de rédiger son résumé opérationnel. Ça, c'est bon, on l'a fait, c'est réglé. Maintenant, la deuxième étape, on a présenté son équipe fondatrice. On est OK, c'est fait aussi. Maintenant, il est question que l'on expose les valeurs de son projet. On en a parlé. Les valeurs du projet, elles sont essentielles parce que ça me permet effectivement, de donner un sens à tout ça. C'est une étape qui va permettre clairement de sensibiliser les investisseurs, de pousser les partenaires à collaborer avec vous. Donc plus que jamais, tout ce dont on parle maintenant, ce sont des éléments pour lesquels vous allez devoir prendre le temps de faire les rédactions. Ce ne sont pas des rédactions qui vont tomber, que l'on tire d'un chapeau. On prend le temps de discuter avec les potentiels collaborateurs, les potentiels partenaires. On prend le temps de faire le point avec eux sur quelles sont les valeurs de notre projet. Pourquoi on a décidé de faire ça? Et surtout, mettez un point à la qualité rédactionnelle parce que plus que jamais, ben, il n'y a pas plus important que d'avoir un business plan abouti sans erreur. Donc ça veut dire il faut être hyper vigilant sur toute la partie orthographe, toute la partie tournure de phrases et cetera. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment et qui pour moi, à l'inverse, devrait être une partie hyper importante et sur laquelle on devrait s'attarder et prendre le temps. Encore une fois, monter un business plan, ça se fait pas en 24 heures. Ça prend du temps. Il faut prendre le temps de réfléchir. Déjà, ne serait-ce que d'arriver à savoir quelles sont les valeurs de mon projet, c'est déjà une vraie introspection qu'il faut mener pour être sûr, voilà, que ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire transparaître dans le cadre de ma future structure, est vraiment perçu par mes clients. C'est hyper important et de surcroît par les investisseurs que je vise. Voilà. Alors, quatrième étape, on va faire une étude de marché. Est-ce que
L'une d'entre vous, mesdames, pourrait me dire ce qu'est une étude de marché? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, quand on dit étude de marché, est-ce que ça génère quelque chose chez vous? Est-ce que vous voyez un petit peu quel est l'intérêt de tout ça? Alors concernant, l'étude de marché, alors hop, ouais, la concurrence, c'est ça exactement, les besoins dans un espace, c'est ouais, effectivement, c'est des éléments qu'on aborde, effectivement. Du coup, dans le cadre, de l'élaboration d'un business plan solide, je répète, il y a 3 éléments principaux qui doivent être analysés dans le cadre de l'étude de marché. Il y a l'offre, la demande et les potentielles carences du marché. Qu'est-ce que ces 3 éléments vont m'apporter? L'offre, elle va me permettre d'identifier les offres qui sont disponibles sur le marché visé, d'accord? Les concurrents sont la composante essentielle des offres qui sont disponibles actuellement sur le marché. Il est important, je répète, il est important, essentiel, obligatoire, incompressible de savoir qui est son concurrent et combien il y en a sur mon marché. Il est plus que nécessaire de savoir quelles sont les offres de mes concurrents, quels sont les tarifs pratiqués de mes concurrents. Et pour aller plus loin, l'idée de savoir quelle est leur stratégie commerciale, comprendre leur stratégie commerciale, comprendre leur stratégie opérationnelle, c'est essentiel pour pouvoir appréhender au mieux l'offre existante sur le marché. Alors, par dans toutes les formations que j'ai déjà dispensées dans le cadre de la création d'entreprise et notamment dans la réalisation des business plans, j'ai toujours cette personne qui me dit: «Je n'ai pas de concurrent». Alors, je n'ai pas de concurrent, de se dire que l'on n'a pas de concurrent, c'est un mindset. C'est pas plus mal parce que ça veut dire que j j'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte, je me sens en mesure, je me sens d'attaque pour pouvoir faire face à mon concurrent. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois, ignorer ou en tout cas, ignorer, comment dirais-je? Ignorer délibérément la présence de mes concurrents sur le territoire. Donc il est plus que nécessaire, vraiment, de prendre le temps d'identifier les concurrents. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas parce que vous allez identifier les concurrents que, on va venir vous chercher ou que l'ordinateur va exploser ou que voilà, ou que quelque chose va prendre feu, il va rien se passer. Par contre, si vous n'identifiez pas votre concurrent, vous allez vous retrouver probablement très surpris. Parce que quand vous allez rentrer, dans le marché justement, eh ben, attendez-vous à être un petit peu attaqué. Attendez-vous à ce que, en toute logique, le client fasse le choix de se demander: «Est-ce qu'il vient chez vous ou est-ce qu'il va chez quelqu'un d'autre?» Donc, il est clairement impossible aujourd'hui de se dire que je n'ai pas de concurrent et que je suis maître sur l'offre, il y a que moi, voilà. Ça, c'est vraiment utopique de penser comme ça, sauf si évidemment, vous arrivez avec un produit ou un service qui est complètement innovant, dont vous êtes le seul à avoir la science, voilà. Si vous êtes dans ce cadre-là, effectivement, à ce moment-là, vous n'aurez pas de concurrent. Mais ça ne saurait tarder pour qu'ils arrivent derrière. Mais par contre, aujourd'hui, dans 80 à 90 voire plus d'ailleurs, des créations d'entreprises aujourd'hui, en réalité, on n'invente pas l'eau chaude. Donc comme on n'invente pas l'eau chaude, il faut regarder, est-ce que l'eau de mon voisin est suffisamment chaude ou pas? Voilà. Donc plus que jamais, prenez le temps vraiment de bien identifier vos concurrents. Donc ça, c'était le premier point pour l'étude de marché. Toujours dans le cadre de la réalisation de l'étude de marché, il est important, on en a parlé il y a quelques minutes, d'évaluer la demande. C'est indispensable de procéder à une étude attentive de la clientèle cible. Qui est mon client? Quelles sont ses habitudes de consommation? Quel est son budget moyen? Quelles sont ses attentes? Quelles sont ses attentes non satisfaites? Et j'ai encore plein de questions comme ça qui tournent un peu dans le même ordre. L'idée est encore une fois de connaître son client. L'idée étant de connaître les habitudes, les besoins de consommation de son client. D'accord? Par pitié, ne me dites pas que votre client, c'est tout le monde. Votre client, ce n'est pas tout le monde, très clairement. Votre client correspond à une catégorie d'âge, à une tranche d'âge, pardon. Votre client correspond à une catégorie socio-professionnelle, à une ou des d'ailleurs, catégories socio-professionnelles. Votre client a un profil type qui est le sien. Votre client peut être également un professionnel ou un particulier.
encore une fois, plus que jamais, ce sont des éléments qui sont hyper importants. Pourquoi? Parce que la personne qui, par exemple, rentre dans un magasin, ce magasin, a des vêtements qui sont des vêtements pour une tranche d'âge en particulier. Donc on va se dire, que c'est un magasin, pour une tranche d'âge entre 20 et 35 ans. Ben, ma maman qui a aujourd'hui un certain âge, je pense, ne sera pas concernée par l'offre qui est là, par les vêtements qui sont là. Donc ça veut dire que là, je ne pourrais pas, moi, dans le cadre de mon magasin de vêtements, je ne pourrais pas répondre à la demande de mon client. Donc ça veut dire que même dans le cadre de ma communication, je ne vais pas nécessairement communiquer pour cette cible de clientèle. Je vais communiquer à quelqu'un d'autre qui n'est pas cette cible-là. Est-ce que vous comprenez un peu l'importance de savoir, de connaître la demande? Donc effectivement, voilà, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de savoir: «Qu'est-ce que ma clientèle veut?» Quel est quel est le quel est le quel est le client idéal? Qui est mon client idéal? C'est ça la question que vous devriez vous poser. C'est pas un moment, c'est pas un moment compliqué quand on arrive à vraiment cerner le besoin. Cerner le besoin, c'est de se dire: «OK, quel type de client je voudrais voir chez moi?» À quel type de client correspondent mes produits ou mon service? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est un moment un peu compliqué, donc pour pouvoir s'aider, dans cette démarche et analyser vraiment la demande, moi je vous invite à utiliser des plateformes comme Google Forms qui permettent de faire des sondages. Vous aurez la possibilité, d'avoir via les résultats de ces sondages, vous auriez la possibilité, de faire des analyses et de comprendre quelle est la demande. Quelle est la demande de mon client? De quoi a-t-il besoin? Quel est son besoin? Est-ce que son besoin s'arrête juste à réaliser un achat ou est-ce que lui, il a envie de vivre une expérience? Tout ça, ce sont des éléments qui sont à mettre, à prendre en considération et à mettre bout à bout afin de pouvoir créer une offre qui corresponde pleinement à la demande. Donc, on reprend. Pour, la partie, étude de marché, il y a 3 éléments. L'offre, on en a parlé, la demande, on vient juste d'en parler et enfin le potentiel, la potentielle carence de marché. Qu'est-ce que c'est la potentielle carence de marché? C'est l'identification d'un ou de plusieurs besoins qui n'ont pas été satisfaits par la concurrence. Donc quand je vais aller regarder l'offre, on est d'accord que je vais aller regarder qu'est-ce que mon concurrent fait de bien? Parce qu'il y a très certainement des choses qu'il fait très bien. Qu'est-ce que mon concurrent fait de bien? Mais surtout, quels sont les manquements de mon concurrent? Les manquements de mon concurrent vont me permettre de déterminer les avantages concurrentiels exploitables pour mon entreprise. L le potentiel la potentielle carence de marché, ça va me permettre de trouver la brèche. C'est la brèche que mon concurrent n'a pas réussi à combler, que moi je veux peut-être prendre et c'est cette brèche-là qui va me permettre, de m'insérer justement dans le marché. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, pour cerner son marché cible, effectivement, il faut aller à la rencontre du client. Pour aller à la rencontre du client, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité effectivement de faire, des sondages, de faire des enquêtes, voilà, pour voir un petit peu ce qui est demandé. Vous pouvez commencer par votre premier réseau et l'étendre au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser, comme je vous ai dit, le Google Form qui permet effectivement, de faire un lien que vous allez pouvoir envoyer à qui vous le souhaitez et là, effectivement, plus vous aurez d'interactions, plus vous aurez un retour. Voilà, un retour qui soit pertinent et qui vous permette de réaliser une analyse. Donc, pour cerner son marché cible, effectivement, il faut aller à la rencontre du client. Il faut savoir qui est son concurrent et il faut savoir quels sont les autres acteurs du marché. D'accord? Jusque-là, on est OK. La règle est simple. Pour créer son business plan, je dois être capable de comprendre les attentes concrètes de ma future clientèle. Quand on parle d'attentes concrètes, c'est des attentes pour lesquelles je vais payer. C'est pas: «Ah oui, j'ai envie de m'acheter un Porsche Cayenne». Je peux très bien avoir envie de m'acheter un Porsche Cayenne et de ne pas avoir les moyens de le payer. Donc ça veut dire que je ne suis pas la clientèle cible. Par contre, celui qui a les revenus lui permettant de payer cette fameuse Porsche Cayenne effectivement, lui, du coup, aura cette possibilité et sera visé sera visé par mon entreprise. C'est mon client modèle. Mon client modèle, le client parfait, c'est celui qui peut se payer cette fameuse Porsche Cayenne. Est-ce que c'est clair pour vous? J'essaie d'imager pour que vous puissiez comprendre un petit peu,
Mais est-ce que jusqu'ici vous me suivez? S'il y a des éléments que vous souhaitez que je reprenne, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Bon, je vois qu'il y a des oui, donc c'est que je suis pas trop à côté, donc ça va. OK, merci beaucoup pour vos retours, c'est sympa. Alors, on est OK sur cette partie. Heu, je vais redonner une information par rapport à la clientèle, par rapport surtout par rapport aux concurrents. Je vous le répète, il est clairement rarissime de n'avoir aucun concurrent. Il en existe toujours, même si le concurrent est indirect, mais on a toujours un concurrent quelque part. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous fassiez le point par rapport à ça et le fait d'arriver d'arriver auprès d'un financeur et en lui disant: «Écoute, moi je n'ai pas de concurrent», bah, c'est qui tout double. Soit vous tombez sur quelqu'un qui a un mindset qui est un peu comme le vôtre, qui se dit: «OK, en fait, cette personne n'a pas froid aux yeux, mais par contre sur le papier, j'ai quand même le nom des concurrents», n'est-ce pas? Ou sinon vous tombez sur quelqu'un qui se dit que ça, en réalité, c'est une faiblesse de votre business plan. Donc il est impensable aujourd'hui de lire sur un business plan qu'il n'y a pas de concurrent. Est-ce qu'on est OK sur ça par rapport au relationnel avec le concurrent? Est-ce que vous vous sentez, d'aller directement faire la pêche aux concurrents? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez faire? Voilà, c'est le moment où tout le monde est un peu, hein? Voilà, OK, bah, très bien. Ouais, alors pourquoi Laura, ce serait difficile pour toi? Laura, si tu veux, tu peux ouvrir le micro pour nous dire, hein. On n'est pas nombreuses aujourd'hui, donc on peut n'hésitez pas à ouvrir les micros si vous le souhaitez. Alors, mais il y en a énormément, je peux comprendre, mais du coup, s'il y en a énormément, est-ce que peut-être que tu devrais pas, en piocher certains en fonction de ton territoire? En fonction du territoire, en fonction de la commune? Après, je ne sais pas exactement quel est ton besoin. En tout cas, quel est le secteur d'activité dans lequel tu souhaiterais créer? Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des variables effectivement qui te permettraient de réduire la recherche. Parce qu'au final, oui, il y a beaucoup de concurrents là, comme ça, tu le penses, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrents qu'il y a pas de place pour toi. Oui, La c'est place, ça, elle hein. se crée. Et voilà. Et je te remercie. Du coup, Laura, tu voudrais, peut-être nous dire à minima dans quel secteur d'activité tu souhaiterais créer? Dans le service à la personne. D'accord, OK, ça marche. Donc du coup, effectivement, c'est un secteur dans lequel on a énormément de besoins et il y a surtout de l'offre. Mais pour moi, c'est un secteur où on touche à l'humain et encore une fois, la manière dont moi je vais procéder, la manière dont moi je vais travailler n'est peut-être pas la manière de mon voisin. Et Ça. donc clairement, il y a toujours une brèche quelque part. Donc plus que jamais, ouais, je pense qu'il y a vraiment une réelle étude à mener, même si ça te prend un peu de temps, mais je pense que l'étude vaut la peine d'être menée pour que tu puisses trouver effectivement quels sont les manquements de tes concurrents pour pouvoir te placer sur ces créneaux-là. Après, dans le monde, du service à la personne, encore une fois, hein, l'écoute, la disponibilité, la douceur, ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants et on aura beau dire, tout le monde prétend avoir ces valeurs-là, mais quand on rentre un peu dans les faits, voilà, ça pêche un peu. Donc là, je vais te donner une petite, C'est une ça, c'est petite, ça. Merci corde là que beaucoup. tu voilà. Je vais te donner une petite corde que tu peux aisément saisir, je pense. Mais en tout cas, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais s'il y a des besoins de vous faire accompagner, dans le cadre de la réalisation de business plans simples ou toute la création d'entreprise, faut pas hésiter à nous contacter. Tara, d'ailleurs, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous mettre le lien pour la prise de rendez-vous ainsi que le numéro Bien de sûr. téléphone? N'hésitez pas n'hésitez pas à nous contacter. Tara va vous expliquer rapidement tout à l'heure comment on procède. Mais voilà, l'idée étant vraiment, ouais, de pouvoir vous accompagner au maximum. L'accompagnement avec le campus digital ne se résume pas que à vous faire de la formation comme ça. Voilà. On accompagne vraiment, on va plus loin, encore une fois, que, une simple formation. On va carrément dans un accompagnement et on vous aide à créer vos structures. Vous le verrez d'ici quelque temps, vont sortir, pardon, les images de la dernière session de la formation Déclic, qui a été une formation haute en couleurs. C'était aussi exclusivement féminin et c'était super. C'était super et vraiment, on a passé un grand moment, surtout quand on s'est rendu compte à quel point on avait aidé les gens à les apprenants, du coup, les apprenantes, pardon, de cette session, à vraiment créer leur business, à passer le cap et à passer cette étape du business plan qui n'est absolument pas simple, qui demande vraiment du travail. Donc voilà, merci encore Laura d'être intervenue. Du coup, revenons à nos moutons. On est sur l'étape 5. L'étape 5
c'est celle de la définition de la stratégie commerciale, OK? Je vous récapitule quand même les petites étapes dont on a parlé précédemment. L'étape 1, donc c'est celle de la rédaction, du résumé opérationnel. L'étape 2, c'est la présentation de l'équipe fondatrice. L'étape 3, c'est l'exposé des valeurs de son projet. L'étape 4, c'est l'étude de marché. Là, on arrive sur la 5e étape. La 5e étape consiste effectivement en la définition de la stratégie commerciale. Pour définir une stratégie commerciale, effectivement, il y a, beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent la méthode des 4 P ou ce qu'on appelle des 4 P, voilà, ou ce qu'on appelle le mix marketing. Selon vous, les 4 P, ça pourrait correspondre à quoi? C'est simple, c'est super simple. Les 4 P, en réalité, ça correspond ouais, exactement, n'est-ce pas? Gisèle, tu voulais te dire quelque chose? Ça a coupé, du coup, je t'ai pas entendu. C'était un peu, Non, c'est bon, j'allais juste dire le prix. ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Gisèle, d'avoir activé ton micro. Donc effectivement, il y a le prix, le produit, alors, place en anglais, mais du coup, la distribution et la promotion. Promotion, en français, communication. Donc on va la refaire. Du coup, en utilisant la méthode des 4 P, les 4 P, donc 4 P en anglais, donc price, product place and promotion. C'est les 4 points des 4 P. Du coup, la version française, donc le mix marketing, n'est-ce pas? Le mix marketing se compose donc des prix. Donc effectivement, il faut établir une liste d'offres de produits et ou de services. Il y a des formules qui sont à composer. Il faut pouvoir proposer des formules et détailler les prix. Détailler les prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une grille tarifaire, savoir est-ce que je propose un prix dégressif ou pas? Est-ce que je propose un système de forfait? Comment je m'organise? Ça, c'est pour la partie pricing. Le deuxième P, du coup, c'est le produit. Il faut que j'ai un catalogue. Il faut que je sache qu'est-ce que vous vendez. Donc, je dois avoir mon catalogue bien défini, je dois avoir mes biens et ou les services que je souhaite proposer ou vendre évidemment. Et derrière, effectivement, il faut que j'ai leurs caractéristiques, il faut que j'ai surtout les atouts. Pourquoi mon produit ou mon service est meilleur que celui du voisin? Qu'est-ce que mon voisin ne fait pas? Comment je fais? Est-ce que je suis en capacité de proposer des packs? Est-ce que j'ai des offres promotionnelles? Qu'est-ce que je mets en place? Ça, c'est la définition des produits. Sachant que évidemment, produit, prix, ça marche ensemble. Ensuite, on a la partie stratégie. La stratégie relative à la distribution. Comment va être distribué mon produit ou mon service? Il faut que je sache par quel canal l'entreprise va vendre les produits ou les services. Est-ce que je suis sur une boutique en physique? Est-ce que je suis sur une boutique en ligne? Est-ce que je passe par des distributeurs ou autres intermédiaires? Est-ce que je vais faire du dépôt-vente? Comment ça s'articule un petit peu chez moi et comment je vais m'organiser? Alors, effectivement, Tarantia, c'est une partie vraiment les 4 P, c'est vraiment une partie à absolument pas négliger. De toutes les manières, vous l'avez bien compris, dans le cadre du business plan, rien n'est à négliger. Tout est à travailler. Surtout que expérience d'entrepreneur, écoutez-la parce que franchement, si on me l'avait dit avant, je pense que j'y aurais passé encore plus de temps. Refaire une stratégie quand la structure est déjà créée, c'est pas évident. Donc plus que jamais, prenez le temps de la faire maintenant. Prenez le temps de faire l'étude maintenant, parce que ça va vous permettre de gagner en timing après et c'est hyper important. Parce qu'une fois que la structure est lancée, on n'a plus le temps de on a besoin de travailler en fait, donc on n'a plus le temps. On est toujours en train de courir, on est toujours en train de travailler, donc prendre le temps de s'asseoir et de refaire une stratégie, très sincèrement, ça n'a rien de facile. Donc, on a fait le point sur le prix, on a fait le point sur le produit, on a fait le point sur la distribution. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? La communication. La communication, c'est un point qui est aujourd'hui, en 2023 plus que jamais, hyper important. Sachant que, vous l'avez bien compris, la communication reprend forcément le prix, le produit et le mode de distribution. Si j'ai pas les 3 premiers, je ne peux pas parler communication. Donc quand on vient, on me dit: «Oui, je vais utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, machin, 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 machin». Sauf que derrière, OK, mais tu vends quoi? Et on n'est pas capable de me dire: «Je vends quoi?» Encore moins à combien, ni encore moins comment, ça ne marche pas. Faites les choses dans l'ordre. La communication, c'est le truc le plus sexy. Tout le monde a envie d'être communicant, c'est cool, il y a pas de problème. Mais par contre, on communique quoi? Il faut être précis sur sa demande, sur son offre, pardon, pour justement pouvoir répondre de manière précise à une demande. Donc,
le prix, le produit, le mode de distribution, la base. Et ensuite, effectivement, derrière, la partie promotion. L'astuce, du coup, pour définir une stratégie commerciale, enfin, non, pardon, définir une stratégie commerciale, c'est aussi important pour un projet d'envergure que pour un projet d'ouverture, par exemple, d'un food truck ou d'ouverture d'un salon esthétique, d'un salon d'onglerie. L'important, c'est d'avoir une stratégie viable, rentable, peu importe la taille de votre entreprise. D'accord? La stratégie commerciale, ça va vous aider à définir de quelle façon l'entreprise va réussir à intégrer le marché. La stratégie commerciale va vous permettre de savoir est-ce que oui ou non, j'ai de quoi est-ce que j'ai de quoi répondre aux besoins de mes clients? Est-ce que je réponds à la demande? D'accord? Évidemment, vient derrière s'ajouter la stratégie communication qui va elle faire, qui va elle, pardon, permettre à l'entreprise de se faire connaître de ses futurs clients. Mais bien évidemment, l'un n'est pas possible sans l'autre. Donc, plus que jamais, il est vraiment nécessaire que vous preniez le temps d'établir la totalité de ces éléments. Et c'est mis bout à bout que ces éléments vont composer effectivement une stratégie. Est-ce que jusqu'ici tout va bien pour vous? Alors, on va passer présentement à l'étape 6. L'étape 6, c'est la détermination justement de la stratégie de communication. On est d'accord, on a le prix, on a le produit, on est OK, c'est bon, le produit ou le service, on est OK. Maintenant, on va passer à la communication. Dans la stratégie de communication, il faut que je puisse définir l'image de mon entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois donner une identité à ma propre entreprise. Il faut que je choisisse la charte graphique. Vous vous rappelez, je vous ai dit il y a quelques minutes, la partie communication, c'est la partie un peu plus sexy. Tout le monde aime cette partie-là. Donc, il faut trouver un logo, il faut trouver un nom, il faut trouver des couleurs. C'est la partie que tout le monde kiffe. Et bien évidemment, une fois qu'on a trouvé ça, il faut qu'on trouve le discours commercial. Les mots-clés que je dois employer pour déclencher la vente, comment je vais parler à mon client, est-ce que je vais le tutoyer, est-ce que je vais le vouvoyer? Ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. OK? Ensuite, dans la stratégie de communication, il faut que je regarde comment je vais faire connaître mon entreprise, évidemment. Donc, il va falloir que je puisse déterminer des canaux, d'accord, qui seront exploités pour faire la promotion de mon entreprise. Donc, création de site web, est-ce que je fais une distribution de flyers, est-ce que je suis sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis dans les journaux, est-ce que je passe à la télé, est-ce que je fais de la publicité dans les transports, comment je m'organise afin de pouvoir justement parler, faire connaître mon entreprise. Voilà. Christelle, tu as du mal avec, l'étape 6, c'est ça? Tu veux que je répète le nom? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est déterminer la stratégie de communication. Ça, c'est l'étape numéro 6. Et donc, dans le cadre de cette stratégie de communication, eh ben, dites-vous bien que si on en parle là, c'est parce qu'elle a toute sa place dans le business plan. Effectuer un business plan de qualité, d'accord? C'est le début de votre stratégie. OK? Aujourd'hui, il faut réfléchir à une stratégie de communication en ligne, quoi qu'il se passe, d'accord? C'est un enjeu vital aujourd'hui pour toutes les structures, d'accord? Et justement, il est vraiment important que vous fassiez ce travail-là dans un premier temps. Parce que ce dont je vous parle là, les questions dont on est en train de parler là, ce sont exactement les mêmes questions que va vous ai que qu'un community manager, qu'une personne qui va réaliser votre communication, une agence de communication. C'est exactement ces questions que cette agence va vous poser. Qui est votre client? Quelles sont vos valeurs? C'est qui le client idéal? C'est quoi vos offres? Est-ce que vous pourriez nous donner les éléments? C'est ces questions-là. Et heureusement, ce sont les mêmes éléments qui reviennent dans le cadre du business plan. Donc, plus que jamais, prenez le temps de vous asseoir pour pouvoir travailler tout ça. Maintenant, on est arrivé à l'étape 7. Dans cette étape-là, on va vraiment construire le business plan. D'accord? Pour le construire, d'accord, on va utiliser des tableaux financiers. Il y a deux tableaux qui doivent obligatoirement figurer afin de présenter son modèle économique. Le premier tableau, c'est le tableau du chiffre d'affaires minimum espéré. Je répète, c'est le tableau sur le chiffre d'affaires minimum espéré. Dans ce tableau, on va avoir différents éléments. Il va falloir qu'on regarde de façon réaliste, n'est-ce pas? Un chiffre d'affaires que l'on pourrait espérer. Afin de permettre la détermination de ce chiffre d'affaires, il va falloir qu'on estime certains éléments. Il va falloir qu'on estime le nombre de ventes que je vais réaliser par jour et
il va falloir que je puisse déterminer, estimer le panier moyen de mon consommateur. À combien s'élève le panier moyen chez moi? Moi, je suis une marque de vêtements, je vends des vêtements prêt-à-porter. Le panier moyen chez moi s'élève à 49 € en moyenne. Ça veut dire que j'ai un client qui va venir, qui va acheter 300 €, j'ai un autre client qui va venir, qui va acheter 20 €, un autre client qui va venir à 40 €. Mais si je fais la moyenne de tout ça, ben du coup, je vais tomber effectivement sur un panier moyen du consommateur. D'accord. Ça, c'est OK. Le panier moyen du consommateur, je le laisse, c'est bon, on est OK. Maintenant, le nombre de ventes que je vais réaliser par jour. Je sais que dans une journée, je suis capable de faire une trentaine de clients. Si j'ai 30 clients, ben, je commence déjà à avoir une idée de mon chiffre d'affaires. Donc, on se tombe sur 30 clients à 49 € par client, en moyenne. On commence déjà à voir un petit peu quelque chose se passer. Bon, OK. On est OK sur ça. Ensuite, vous avez les coûts qui sont liés à la création et au fonctionnement de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle vulgairement les charges, d'accord? Effectivement, je peux avoir un loyer, si j'ai la location d'un local. Je peux avoir des coûts de fabrication de produits. Je peux avoir des coûts de fourniture de services. Je peux avoir des coûts d'achat de matières premières. N'oubliez pas, j'ai peut-être un remboursement d'un emprunt, puisque moi j'ai emprunté de l'argent pour pouvoir créer mon activité. Ça aussi, il faut que je paye ça. Les impôts, il faut que je paye les impôts. Le salaire de mes employés, je paye le salaire et il faut que je me paye moi. La totalité de ces éléments représente ce qu'on appelle des coûts liés à la création et au fonctionnement de l'entreprise. D'accord? Et donc l'idée, effectivement, ben, c'est d'avoir déjà la totalité de ces éléments qui vont figurer sur le tableau des chiffres d'affaires minimum espérés. D'accord? Ensuite, on va avoir ce fameux tableau sur le plan de financement. Encore une fois, plus que jamais, surtout dans le cadre d'un business plan, il s'agit effectivement, d'être réaliste. Être réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut minimiser volontairement ses besoins financiers pour obtenir des financements plus facilement. OK? Vous n'avez pas réagi. Ça m'inquiète un peu. Ça vous a pas interpellé ce que j'ai dit? Si je minimise mes besoins financiers, est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que si j'ai besoin de 20 000 € et que je vais dire à la banque: «Salut, il me faut que 10 000 €», alors que de manière purement factuelle, j'ai besoin de 20 000 €. Est-ce que vous pensez que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Ah voilà, très bien, merci beaucoup. J'ai une réaction, ça me fait bien. Alors justement, on ne minimise pas les besoins financiers. Par contre, ce qu'on doit regarder, c'est de quoi ai-je besoin pour lancer mon activité? La totalité de mes besoins. Quand je regarde les besoins que j'ai pour lancer mon activité, il faut que je les regarde par contre là, de manière aussi réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B, il me faudrait un moyen de locomotion. Est-ce que si ce moyen de locomotion est une Twingo ou alors est une Peugeot ou alors est une toute petite voiture, est-ce que c'est un problème? Puisque moi, j'ai juste besoin d'aller d'un point A à un point B. Est-ce qu'il est nécessaire, je parle de nécessité, est-ce qu'il est nécessaire pour que j'aille d'un point A à un point B que j'ai un gros gamos à 75 000 €? Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas nécessaire. Donc, s'il y a quelque chose, je ne vais pas dire minimiser, mais s'il y a un choix à faire, c'est un choix entre la pertinence, non, pardon, un choix entre le confort plus plus et la nécessité. J'ai besoin d'un véhicule pour réaliser, pour me déplacer et aller faire mes prestations de service. Ma Twingo va m'amener là où je veux aller. Je ne suis pas obligée d'avoir, encore une fois, un Porsche Cayenne. C'est pas nécessaire. Je vous le souhaite de l'avoir par la suite, puisque bon, le confort, c'est sympa, mais est-ce qu'au début, j'en ai besoin? Non, et effectivement, sans faire de promotion, n'est-ce pas, Tarantia? Le Twingo, c'est génial. Tout ça pour vous dire que il est important que vous puissiez faire le point sur vos besoins. C'est ce qu'on appelle les besoins de démarrage. De quoi ai-je besoin pour lancer mon activité? De quoi ai-je besoin réellement? Moi, j'ai besoin d'un ordinateur. Si je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas travailler.
Quand j'ai commencé mon activité, bah, j'ai commencé avec un ordinateur que j'avais déjà. Parce que j'avais pas la nécessité tout de suite et j'avais pas les fonds pour aller acheter un autre ordinateur. Donc j'ai commencé avec ce que j'avais déjà. Si j'avais eu la possibilité d'acheter un ordinateur, j'aurais acheté un ordinateur correct. J'aurais pas pris le truc le plus gros parce que ce n'est pas nécessaire. Par contre, il me faut un ordinateur pour travailler. Ça, c'est une nécessité. Donc, il y a ce moment où vous allez devoir vous poser la question de la pertinence de votre choix. Et là, c'est de la stratégie. Est-ce que je fais un choix par confort ou est-ce que je fais un choix par nécessité? OK? Évidemment, on a listé la totalité de nos besoins. Donc moi, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'une caisse enregistreuse, il me faut une voiture. Donc qui dit local dit aussi caution, tout ça, et cetera. La totalité de ces éléments-là représentent mon besoin de démarrage. Mais il faut payer tout ça. Quelles sont mes ressources? La différence entre les 2, les ressources que j'ai déjà et la totalité de mes besoins, ça va représenter mon besoin de financement extérieur. Est-ce que vous vous rappelez qu'initialement, si on fait le business plan, c'est pour obtenir des besoins des financements extérieurs? On est OK ou pas? Ben là, on est dedans. J'ai besoin de 25 000 € pour à l'achat de mon food truck avec tout le matériel à l'intérieur, tout ce qu'il faut. 25. J'ai besoin de matières premières pendant un certain temps. J'ai besoin de m'aider dans le démarrage. Donc, voilà, il y a, quand même des besoins de fonds de roulement dont je vais avoir besoin pendant un certain temps. Voilà, tout ça, ça représente bon, j'en passe, hein, évidemment, je passe des postes, mais, tout ça, ça représente sensiblement, une valeur de 45 000 €. J'ai besoin de 45 000 €. Moi, en interne, comme j'avais mis un peu de sous à côté, bah, du coup, j'ai déjà 20 000 € que j'ai mis à côté. Eh beh, on va faire la différence entre la totalité de mes besoins, donc les 45 000 € et les 20 000 € que j'ai déjà. C'est la soustraction des 2 qui va me donner mon besoin de financement extérieur, donc en espèces, 25 000 €. Je sais que je vais devoir mobiliser, faire des demandes, que ce soit à la banque, que ce soit alors moi je suis en Guadeloupe, donc du coup je vais vous parler, d'Initiative Guadeloupe, enfin bon, du conseil départemental, régional et cetera. Ce sont des moyens d'obtenir effectivement, du financement extérieur. Mais encore une fois et plus que jamais, sans business plan, vous n'aurez pas de financement extérieur. On ne va même pas vous regarder en fait, on ne va pas vous poser la question de qui vous êtes. Dire: «Bonjour, vous êtes? Ah d'accord, OK. Pour votre business plan? Ah, vous n'en avez pas? Très bien, vous pouvez aller faire votre business plan et quand vous serez prêt, vous allez revenir. Voilà. Donc plus que jamais, bossez votre business plan. OK? Donc là, on est arrivé à la partie 7. Donc je rappelle, la partie 7, c'était l'établissement de son business model. On a parlé du tableau de chiffre d'affaires, on a parlé aussi derrière du tableau de financement. Alors, alors Laura qui me demande en termes donc elle rebondit sur mes propos en demandant si on n'a pas assez d'apport personnel. OK, alors avoir suffisamment d'apport personnel ou pas, ça dépend de différentes variables. Les variables sont celles de la réglementation, par exemple, en fonction de l'activité que je souhaiterais créer, je je suis obligée d'avoir telle ou telle telle ou telle, je suis obligée de répondre à telle ou telle condition. Parmi les conditions, des fois, effectivement, il se peut que, vous ayez l'obligation de répondre à une condition de capital social. On en parlera demain, cette histoire de capital social. Il y a ça et il y a du coup, effectivement, le fait de ne pas avoir suffisamment d'apport. Quand on n'a pas suffisamment d'apport, est-ce que c'est obligé d'avoir 30 en apport? Alors, les questions que vous êtes en train de me poser là, il y a pas de les règles correspondent à certains objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est de faire une demande à la région? Effectivement, il y a un certain montant à avoir en apport. Est-ce que votre objectif, c'est de faire une demande à la banque? Oui, la banque, en fonction de votre dossier, va vous demander d'avoir un certain montant en apport. Là, je ne peux pas vous donner de réponse comme ça parce qu'il faut analyser les dossiers. Il faut analyser les dossiers, il faut faire le point, il faut savoir de quelle demande il s'agit exactement, puisqu'il y en a énormément. Et c'est qu'en fonction de ça que je pourrais vous donner l'information. Voilà. Donc du coup, là, je ne suis pas en mesure, mesdames, de vous répondre, mais par contre, comme je vous ai dit, n'hésitez pas potentiellement à passer, par la case rendez-vous et on pourra éventuellement faire un point par rapport à tout ça et surtout pouvoir vous accompagner dans la résolution de toutes vos problématiques. Donc, du coup, j'avance un peu parce qu'on n'est pas loin de la fin, donc j'essaie quand même de terminer, tous les points. Alors, l'autre point relatif au business plan et qui est aussi extrêmement important et on y accordera une grande importance demain, parce que c'est le sujet de notre webinaire de demain, c'est le choix de la forme juridique de son entreprise.
Le choix de la forme juridique que vous allez le choix que vous allez faire concernant la forme juridique, ça va avoir effectivement un rôle hyper important dans l'élaboration de votre business plan. En fonction du statut juridique que vous allez choisir, le régime fiscal et social sera enfin, pardon, en fonction de la forme juridique, donc du statut juridique que vous allez choisir, les régimes fiscal et social applicables et les dépenses qui correspondent à ce régime fiscal et social, bah, seront différentes, évidemment. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que quand on parle de dépenses afférentes au régime fiscal et social, on parle de on parle d'impositions différentes, on parle de charges sociales différentes et on parle de frais administratifs différents. Depuis tout à l'heure, je vous parle de frais. Quand on parle de frais, on parle de charges, d'accord? La totalité de ces éléments vont être pris en compte dans le prévisionnel. Ce sont les dépenses. On a les dépenses pour la création et on a les dépenses pour le fonctionnement de l'entité, d'accord? Donc, plus que jamais, encore une fois, le choix juridique est hyper important parce que ça a des répercussions sur votre business plan. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que c'est OK? Ensuite, on passe sur la partie 9. C'est la dernière partie puisque je vous avais annoncé 9 étapes. La dernière partie, effectivement, c'est celle de trouver les financements. Au stade de la rédaction du business plan, on a tous les éléments en main qui vont caractériser notre entreprise et nous permettre d'atteindre notre objectif. D'accord? Pour finir de construire le business plan, il faut que je détaille quelles sont les solutions de financement externe que je vais pouvoir trouver. D'accord? Pour partir à la conquête des financeurs extérieurs, c'est nécessaire, qui sont nécessaires au lancement de mon activité, il faut que j'ai ce fameux business plan. D'accord? Donc effectivement, l'intérêt là, ce sera de présenter un business plan solide qui va me permettre d'obtenir plus facilement des financements auprès des potentiels investisseurs. Donc on parle de banques, on parle des aides à la création d'entreprises qui sont allouées par l'État. Ce sont la totalité des éléments aujourd'hui que l'on dispose pour pouvoir accompagner les créateurs dans la création de leur entité. OK? En fonction de la région dans laquelle vous vous situez, vous pouvez vous rendre sur le site effectivement, de la région dans laquelle vous vous situez. Vous pouvez vous rendre, sur, les sites du gouvernement et vous verrez effectivement qu'il y a pas mal de demandes qui sont possibles et que vous avez la possibilité de faire. Dans le cas de la totalité de ces demandes, je répète, dans le cas de la totalité de ces demandes, vous verrez systématiquement qu'il y aura une ligne dans laquelle on va vous demander votre business plan. Il y a pas de secret. Ce dont on est en train de parler maintenant, c'est vraiment le nerf de la guerre pour tout. Même en fonction des banques, notamment les banques en physique. Pour l'ouverture d'un compte de société, il va vous être demandé un prévisionnel. Un prévisionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un business plan. Donc l'un dans l'autre, encore une fois, je ne saurais que trop vous recommander de prendre le temps de passer par la totalité de ces étapes afin de pouvoir justement rédiger un business plan complet sur lequel vous allez pouvoir vous reposer et qui va vous permettre, de convaincre vos futurs investisseurs. Alors, avant de laisser la parole à Tarantia, je vais me permettre de vous donner 5 petites astuces qui vont vous permettre justement, de rédiger votre business plan. Donc la première astuce, c'est faire vivre votre histoire à vos lecteurs. Pour faire vivre son histoire à ses lecteurs, il faut les séduire. Il faut leur narrer les choses. Il faut leur raconter comment on a fait pour en arriver là. Quelles sont les émotions que ça va générer chez lui, qui vont faire en sorte qu'il va se sentir concerné par mon cas et qu'il aura envie de me dire: «OK, je t'accompagne» ou alors: «OK, je t'aide à te financer et du coup, je vais te donner des sous, ça va te permettre de mener à bien ton projet» ou «Viens, on fait ça ensemble en fait. Viens, j'ai envie de devenir ton associé parce que je suis hyper touchée par ton histoire». Voilà. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de mettre toujours l'accent sur votre valeur ajoutée. Si je mets l'accent sur ma valeur ajoutée, c'est bien. Mais si je le fais en gardant un œil sur mon concurrent, c'est encore mieux. Parce que mon concurrent, quand il va voir que ma valeur ajoutée, c'est celle-là, lui, il va essayer de s'améliorer aussi. Donc, on va être tout le temps dans un petit jeu comme ça, où on va chacun essayer de s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Donc, pour que vous puissiez continuer à avoir ce bénéfice relatif à votre valeur ajoutée, il est nécessaire que vous continuez à faire ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. Continuez à regarder ce que votre concurrent fait plus que jamais. C'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est celle de chiffrer vos données de chiffrer vos données dès que cela est possible pour vous crédibiliser. D'accord? C'est nécessaire
que l'on puisse savoir, par exemple, en termes de vente, moi, je suis capable de faire tant de ventes par mois. En termes d'offres, cette offre-là, c'est une offre qui m'a été demandée par tant de personnes. La majorité de mes clients viennent de la ville de Petit-Canal. La majorité de mes clients viennent de Fort-de-France. La majorité de mes clients viennent du canal d'entrée de la vente en ligne. Ça, ce sont des éléments. Là, je dis la majorité, c'est bien, mais j'ai pas de chiffres. C'est bien d'avoir des chiffres. Les chiffres nous permettent d'avoir une sécurité et nous permettent de déceler une tendance. C'est sur cette tendance que je vais pouvoir me reposer pour pouvoir, proposer justement, des offres qui correspondent aux besoins de mes clients. Ça fait partie aussi du jeu, par exemple, avec les offres promotionnelles. Je sais que le mois de janvier, c'est un mois, en faisant l'analyse, le mois de janvier, c'est un mois sur lequel je n'ai pas forcément un chiffre d'affaires hyper important. Parce que les moyens sont un peu moins importants, parce que la Noël, le jour de l'an, les cadeaux, et la nourriture et tout ce qui va avec est passé par là sur le mois de décembre. Et donc, du coup, je suis arrivée à un stade où au mois de janvier, ben, je n'ai pas trop de sous. Mais moi, du coup, qui suis créateur d'entreprise et qui souhaiterais lisser mon chiffre d'affaires, plus que jamais, c'est sur le mois de janvier que je vais te faire des offres, où je vais te donner la possibilité de pouvoir accéder à tel ou tel produit à des prix qui sont différents de ceux oui, qui sont différents de d'habitude. C'est des périodes Il y a des périodes aussi où lesquelles on profite des soldes. Ce sont des périodes sur lesquelles vous avez légalement le droit de proposer des soldes, donc de la réduction de prix sur votre prix initial. Donc ça, c'est la troisième astuce. Chiffrez vos données dès que possible. Ça va vous permettre d'être crédible. Ça va vous permettre de pouvoir faire des analyses aussi une fois que votre business sera déjà lancé et que vous aurez déjà une première année d'activité. C'est important de pouvoir comparer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière à ce moment-là? Pourquoi j'ai réussi à faire ce chiffre-là? Cette année, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je n'ai pas réussi à le faire? C'est hyper important que vous fassiez vraiment ce travail de comparatif systématique. OK? Quatrième astuce pour le business plan, pour revenir encore pour rester vraiment sur mon sujet, il faut que vous soyez synthétique. Il faut être précis pour ne pas perdre votre interlocuteur. Quand on vous demande quel est votre produit, quel est votre service, il faut être capable de répondre de manière précise. Quand je te demande quel est ton service, tu me réponds: «Ah, moi je suis prothésiste ongulaire», ça ne veut rien dire. Moi, je suis prothésiste ongulaire, je fais des ongles au chablon, je pose du gel X, je ne fais pas, par exemple, les pieds. Voilà, il faut que j'ai le détail de ce que vous proposez. Il faut pas que j'ai de possibilité de faire, comment dirais-je? De faire dans faut pas que j'hésite, en fait. Il faut que je sache si moi, je suis concernée par par votre offre, en fait. Est-ce que vous allez répondre à ma demande? C'est ça qui est important pour moi à ce moment-là. Donc soyez plus que jamais synthétique, précis, net, clair dans vos propos. Et encore une fois, ça, ce sont des éléments qui demandent à être travaillés. Ce sont des éléments qui vont vous demander à, voilà, prendre le temps de retravailler, de réécrire et surtout, de vous faire accompagner. Parce que ça ne se fait pas aussi simplement qu'on pourrait le penser. Cinquième astuce, et donc la dernière, préparez-vous à présenter votre business plan le plus de fois que possible. Préparez-vous à présenter votre business plan au banquier. Préparez-vous à présenter votre business plan auprès de la région, auprès du département. C'est ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, plus que jamais, va être un outil qui va venir compléter votre business plan. C'est bien joli, hein, d'avoir un business plan, hein, mais si j'ai personne devant moi pour me parler de ce business plan-là et de le faire vivre, ben, je serai moins emballée, je serai moins réceptive. Donc du coup, c'est la jonction entre les 2 qui va vous permettre justement, de pouvoir avoir quelque chose de complet et d'avoir, comment dirais-je? Et d'être suffisamment solide pour pouvoir passer le cap et aller sereinement parler de votre projet et convaincre des personnes. Voilà. Donc ça passe par toutes ces étapes. Et bien évidemment, c'est une digression, pardon, toute trouvée pour moi, puisque dans le cadre de la formation des clics, SCK Consulting et le campus digital, nous abordons la totalité de ces points-là. Donc, je vais donner la parole à Tarencia, qui va nous faire le petit mot de Tara et qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le cadre de cette formation et pourquoi elle est intéressante. Si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à prendre attache avec nous. Tarencia vous a mis le lien un petit peu plus haut.
C'est une formation effectivement qui va vous permettre, d'aborder tous ces points-là. Je vous rappelle que la totalité des formations au campus digital sont des formations qui sont finançables, CPF, OPCO, Pôle emploi, AIF Région, voilà. Donc l'idée quand même pour nous, c'est que vous puissiez accéder à de l'information, accéder à un suivi, à un accompagnement à 0 € dans le meilleur des cas. Voilà. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, n'hésitez pas à passer sur Jarry le vendredi. Nous accueillons toute la journée des personnes qui seraient intéressées par, la prise d'informations dans le cadre des formations proposées par le campus. Tarancé et moi sommes tout le temps là, le vendredi. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, à pousser la porte du cabinet. On se situe à Jarry, derrière le restaurant Le Mezzo. Pour ceux qui sont sur la Martinique, je ne sais pas si on en a aujourd'hui, mais on arrive bientôt. Vous en faites pas, on vous a pas oublié. Mais en attendant, vous avez toujours la possibilité de nous contacter, de prendre rendez-vous via le lien qui est ici. Voilà. Donc en tout cas, je vais laisser la parole à Tara et je vous remercie en tout cas d'avoir passé cette heure, un peu plus d'une heure maintenant avec moi. Je sens que vous êtes assez attentif, assez motivé. Et puis comme je vous l'ai dit, demain, ne l'oubliez pas, vous aurez la possibilité d'aborder les statuts juridiques avec moi. Donc, j'espère vous revoir demain. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec Tara et je vous souhaite effectivement une bonne fin de journée et on se dit à très, très vite. Ça marche. On se dit à demain. Du coup, Tara, je te laisse prendre le relais avec les dames. Alors, du coup, Caro, elle a tout dit, hein, là, pour le coup, donc la formation, c'est une formation qui est extrêmement concrète, c'est un accompagnement. Caroline, elle fait tout du début jusqu'à la fin avec vous. Sachez qu'à la fin de la formation, donc elle dure 43 heures. C'est une formation, qui est en cours du soir, donc de 18 h à 20 h avec un système de replay. Donc s'il y a des jours où vous n'êtes pas disponible, sachez que vous ne ratez rien de votre formation parce que les replays vous sont envoyés, en fait, dès le lendemain à partir de 11 h. Donc, votre formation, vous ne ratez rien. Sachez aussi qu'il y a un groupe WhatsApp qui est mis en place donc avec Caroline et les apprenants, mais aussi avec la responsable pédagogique. Donc, si vous avez des petits soucis techniques ou vous avez des questions, sachez que les apprenants, Caroline et la responsable pédagogique peuvent vous répondre. Voilà. Donc, on est tous, toute l'équipe est en Guadeloupe. Si vous êtes en Martinique, il y a une permanence qui est faite le mardi de 13 h à 15 h. Voilà, moi, je serai connectée sur Zoom, donc de 13 h à 15 h et donc vous pourrez, venir, voilà, me poser vos questions. Si vous avez des questions sur la création de votre dossier d'inscription, eh bien, je suis présente. Voilà, je suis là, je vous aide, il y a pas de souci pour ça. Par contre, pour les inscriptions, alors moi, je vous conseille si vous êtes vraiment intéressé, que vous voulez faire cette formation, prenez rendez-vous maintenant, vraiment aujourd'hui. Là, vous avez le lien, profitez-en parce que tout dépendra de votre statut. C'est-à-dire si vous avez votre compte CPF, si vous êtes salarié, vous avez un compte CPF, l'inscription se fera très rapidement. Si vous êtes demandeur d'emploi et que votre CPF ne vous permet vraiment pas de financer la formation, là, la démarche sera un peu plus longue, elle sera un peu plus éprouvante, on va dire ça comme ça. Moi, je vous accompagne, mais ce sera un peu plus long. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous maintenant pour qu'on commence les démarches. Il n'y a pas de souci, nous, on vous accompagne. Vous avez besoin d'aide, vous venez à Jarry. On fait le dossier ensemble, on fait tout ensemble. Voilà, on est là avec vous. On fait vraiment tout ensemble du début jusqu'à la fin. Et même après la formation, on est là aussi si vous avez des questions. On vous accompagne également après. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point? Dites-moi tout. N'hésitez pas à activer vos micros ou à me dire par message. Alors, pour l'Hexagone, donc du coup, la formation pour l'Hexagone. Donc, effectivement, on n'avait pas encore pensé à ça. Donc, heureusement que... Merci, Christelle, de poser la question. Je me permets de te tutoyer. L'Hexagone, donc, on peut s'arranger, hein. Pareil, on peut s'arranger. La formation reste la même. Donc, les étapes, la formation, le programme reste le même. Simplement, les horaires seront différents. Donc, sûrement pour vous, ça restera du 18 h 20 h. Donc, Caroline aura formation ici de midi à 14 h. Mais c'est une chose à voir. Donc, c'est en cours. On y a déjà pensé. Pour le moment, on n'a pas encore eu de retour à ce sujet. Souvent, c'était du Pôle emploi, donc pour l'Hexagone. Comme je vous l'ai dit, le Pôle emploi, c'est un petit peu éprouvant, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous. La formation s'appelle Déclic. Donc, je vous le mets juste dans le chat. Donc, Déclic by CK Consulting.
Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur l'espace de Pôle emploi. Vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc pareil, que je vous mets juste ici. Hop, alors voilà, je vous mets tout, le Facebook, l'Instagram, le LinkedIn. Voilà. Alors, pour le business plan, donc pour le coup, ce n'est pas une prestation que l'on fait. Donc cette formation, c'est vraiment la totalité de la formation en fait, pour le coup. Il y a une personne qui nous demande, est-ce que ce serait possible d'être accompagné juste pour le business plan? Comment? OK. Alors, bon, Caroline est là, donc je l'ai demandé. On vous fait Il y a pas de souci. Alors donc madame, alors Laura, du coup, je prends tes coordonnées et on te fait un retour, sous 48 heures. Donc n'hésite pas à me mettre, ton numéro en privé si tu le souhaites, ton adresse mail, comme ça on te fait un retour. Mais normalement avec ton inscription, on devrait tout avoir. Mais n'hésite surtout pas, voilà, à mettre les informations juste ici. Il y a pas de problème pour ça. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachez que pour les financements, donc oui, la formation, je ne vous ai pas donné le prix de la formation, elle est à 1 935. Donc tout est inclus, business plan, tout ce qui est également, choix du statut juridique, l'immatriculation de votre entreprise, parce qu'à la fin de Déclic, vous avez votre entreprise. Donc là, vous ne pouvez clairement pas revenir en arrière parce que vous ressortez des 43 heures avec une entreprise. L'objectif, c'est que votre entreprise soit pérenne, donc qu'elle passe les 3 premières années qui sont souvent les plus compliquées. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à mettre vos micros, hein. Ah d'accord, Laura, d'accord, OK. Donc OK, bon, bah, dans ces cas-là, on a bien tes coordonnées, donc tout est OK. Il y a pas de problème pour ça. Bon, et ben, si vous n'avez pas de questions, je vous remets du coup le lien pour la prise de rendez-vous. Hop, juste là. Voilà, n'hésitez pas, hein. Même si c'est pour des questions, prenez rendez-vous, il y a aucun problème. Nous, on est là pour vous accompagner, c'est l'objectif. Bon, eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très, très bonne après-midi et bah, j'espère vous retrouver demain, parce que je serai là aussi. J'espère vous retrouver demain, du coup, à la deuxième formation de Caroline, cette fois qui sera sur les statuts juridiques. Voilà, un sujet très, très, très important à vraiment prendre au sérieux, pour éviter toute dérive avec l'État. Voilà. Alors, mon prénom, c'est Tarencia. Je vous le mets en commentaire. Voilà. Voilà. Possible d'avoir un enregistrement de ce webinaire? Bien sûr, l'enregistrement vous sera envoyé par mail, tout à fait. Pour ça, il y a pas de souci. Donc tout vous sera envoyé par mail, pardon, dans les plus brefs délais. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à demain.